Salut tout le monde, Emmanuel Moine, superstar à l'occasion des trophées du National. Manu a écrasé la concurrence. La preuve, ça s'est remarqué sur Twitter avec ce petit message, un tweet qui a permis de montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de trophée pour le meilleur commentateur de National. Pour autant, Manu a répondu: je prends cette soirée comme ma récompense, mais non, pas de compétition entre nous. Problème, un autre commentateur était également visé dans ce tweet. Bref, Manu, ça l'a bien fait marrer. Puis la boulangère, vous n'en avez pas parlé le matin en allant acheter le pain. Pas du tout, en plus je mange pas de pain. La coupe du diable. Le vendredi, c'est la Classe Foot, 30e émission. Déjà, on est ravis d'être avec vous, toute l'actu foot de la First Team. Chaque vendredi midi, en direct sur le stream. On prend vos commentaires, vos questions comme d'habitude. Et puis, rendez-vous à 18h sur la chaîne YouTube First Team. Dans cette Classe Foot aujourd'hui, on a un invité de marque. Il nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Christopher Ewing est en train de révolutionner le football. Rien que ça, oui, on le dit. Merci d'être là, ça va bien ? Christopher Ewing, ancien professionnel, attaquant, passé par l'Écosse bien sûr. Vous allez sentir cet accent tout au long de cette émission. En tout cas, ça nous fait plaisir. Vous irez notamment faire un tour sur ourfootballclub.com pour tout comprendre. On en parle dans un instant dans le débat. Erwan Abotret, Emmanuel Moine, Maxime Orbet bien sûr, comme d'habitude. Happy birthday Denis Bergkamp. Eh oui, t'aimes trop le football pour pas qu'on souhaite un joyeux anniversaire à ce génie qui est Denis Bergkamp, qui m'a régalé. Voilà, je voulais faire un petit clin d'œil parce que c'est un peu la famille. On a bu l'apéro hier, ce qui est totalement faux, ce qui est totalement faux évidemment. En régie, normalement, on a un petit. Non, c'était juste pour mettre le feu comme ça au début d'émission. Les trophées du National, Manu, en un mot. Ouais, super, impeccable. Merci pour l'hommage et je me rends compte que je fais autant de langue de boc des joueurs sur Twitter. Maxime, tout va bien, le genou? Tout va bien. Bah justement, on parlait de mon genou. Il me disait que j'avais une place dans son académie si justement j'avais pas eu de blessure. Tu vois, donc c'est dommage. Et Lille est sorti. C'est pas ça, on va se maintenir là. On est parti pour Lille est sorti de la zone rouge. On est sorti de la zone rouge, une victoire face à Dijon et on est tranquille jusqu'à la fin du championnat. Là. Bon alors aujourd'hui les amis, au programme, gros programme dans cette classe foot, notamment la récréation, un débat, un vrai sur les socios. Peuvent-ils changer la face du foot français? Peuvent-ils changer le foot en général? On va en reparler justement avec Chris Ewing avec nous parce qu'il est en train de faire de grandes choses en Écosse. Il y aura l'instant au My Goal sur Rudy Garcia. Est-il le meilleur coach de Ligue 1? On fera le bilan juste avant la finale de l'Europa League. Manu, tu descends, consacré à Mario Balotelli. T'en vas pas, reste en Ligue 1 s'il te plaît Mario. C'est Manu qui en parlera dans un instant. Il y aura les pronos PMU, l'interrogation surprise comme d'habitude et puis les news. Van Basten, schitterend, Marco Van Basten. Les news, les dernières infos du jour en une touche comme d'habitude avec l'équipe, c'est-à-dire qu'on s'échange la balle rapidement sur des informations qui viennent de tomber. Une info notamment qui nous a marqué cette semaine, Nabil Fekir filerait vers Liverpool contre 70 millions d'euros. Impressionnant transfert, il emmène avec lui son frère Yacine. Dembélé pourrait suivre, on va en parler. Alors d'abord, d'après vous, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est totalement faux, Manu? Bonne idée, est-ce que pour Fekir c'est une bonne idée de venir se confronter peut-être au meilleur trio actuellement qui est en Europe devant? Je suis pas sûr. Je vois mal comment il pourrait être titulaire aujourd'hui dans cette équipe de Liverpool, à moins que quelqu'un. Voilà, c'est ça, à moins qu'il y en ait un des trois qui parte. Mais qui alors? On le voit mal venir à Liverpool s'il y a ces trois-là, et on voit mal Liverpool aligner 70 millions si derrière tu vends pas l'une des trois stars. On sait que Salah risque de rester parce qu'il c'est l'un des plus récents, la plus récente arrivée de toute façon sur le trio d'attaque. Bonne idée, 70 millions plus 5 millions, enfin 65 millions plus 5 millions pour le frère. C'est une somme qui me paraît énorme, même si Nabil Fekir est un excellent joueur. Et je pense qu'il a vraiment le talent pour s'imposer aussi à Liverpool. En tant qu'Écossais, Chris, qu'est-ce que vous avez comme vue, comme idée de ce Liverpool, de cette attaque incroyable et puis d'une potentielle arrivée de Fekir? En Écosse, en fait, on parle plutôt de Andy Robertson. Donc c'est un arrière-gauche, c'est peut-être pas la poste le plus sexy, mais il y a quelques années, il a joué par un petit club en Écosse qui s'appelle Queen's Park, et aujourd'hui il va faire les rêves de tous les gamins, il veut jouer dans les Ligues des Champions, les finales, et en tant qu'en Écosse, on est très fiers de ça, surtout en fait. C'est un excellent joueur. Ouais. Sadio Mané a réagi à la possible venue de Nabil Fekir. Il a dit que ce serait un plaisir pour lui de jouer avec lui. Il va se réjouir ici. Si on l'a, ça va être le feu.
Jean-Michel Aulas, lui, a démenti tout de suite l'opération. Donc on se dit que c'est peut-être soit une question de timing, encore une fois, avec du bluff d'un côté ou de l'autre. En tout cas, c'est un transfert à suivre. Autre transfert à suivre, une nouvelle star en Major League Soccer. Il s'appelle Wayne Rooney et il devrait filer à Washington, au DC United. Washington, donc, qui devrait récupérer cette star du championnat anglais. On voit notamment son année passée à Everton, où il serait revendu pour presque 14 millions d'euros. Everton, une année mi-figue mi-raisin, où elle vous a satisfaite cette saison? La merde un peu là. On va pas se mentir, non, ils ont viré comme un milieu de saison, ça a été très compliqué la saison d'Everton, à l'image de la fin de carrière de Wayne Rooney. C'est bien qu'il file dans des championnats comme ça pour redonner un petit peu de strass et de paillettes au championnat américain, parce qu'aujourd'hui voilà, ils vont pas chercher le joueur Wayne Rooney, la méga star de l'époque, ils vont chercher juste ici justement, mais c'est plus un vrai joueur de ballon, donc c'est bien, c'est dans la continuité des choses qu'il aille là-bas. Et à noter que Wayne Rooney maintenant joue milieu de terrain récupérateur. Hein. Il formait un duo avec Idrissa Gueye qui était pas si mal au final, parce que pour un mec qui a joué attaquant quasiment toute sa vie et qui est descendu au fil du temps, peut-être que là il part à Washington. Il va finir gardien avec ces conneries là. Il est précoce en tout, Wayne Rooney. Précoce sur son début de carrière, où il débute très très jeune, notamment à Everton. Pour la calvitie. Oui, voilà, la calvitie aussi. Oui, c'est vrai, merde, sujet tabou ici. Mais non, mais précoce en tout, et même sa fin de carrière, elle est précoce, et c'est une vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que ces mecs qui commencent des carrières professionnelles très tôt, est-ce qu'ils sont amenés à les finir beaucoup plus tôt, parce qu'il a que 32 ans, mais ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on a l'impression que sa carrière est finie, quoi. Hygiène de vie cata, je pense aussi à notre ami. Ça n'a pas dû aider. Chris, vous qui étiez attaquant, vous ressembliez à un Wayne Rooney? Vous étiez plus un Wayne Rooney ou physiquement, déjà Chris, plus grand en fait déjà. Et, Plus élégant aussi apparemment. un peu moins de technique peut-être. C'est vrai, il a quand même une super carrière. Mais je pense que les mecs fin de carrière qui vont aux États-Unis, c'est plutôt un choix de vie en fait. C'est comme Zlatan et comme Beckham à l'époque, ils vont aux États-Unis parce qu'ils aiment surtout, je pense, les cultures américaines. Je pense que c'est surtout ça, parce que c'est pas forcément les raisons footballistiques avec tout mes respects. vous n'avez pas fait ce choix en fin de carrière, vous êtes resté au pays? Ouais, en fait, moi j'ai eu la chance, j'ai vécu à New York en fait moi. Parce qu'après, quand j'ai bien compris, je vais pas être professionnel en Écosse, j'ai fait un bourse aux États-Unis, donc j'ai vécu à New York et c'était super. Le monde du foot a tremblé cette semaine. Autre news, Alex Ferguson est sorti du coma, opéré d'une hémorragie cérébrale. Sir Alex Ferguson va un peu mieux, même si il y a eu des infos, des journaux anglais pour nous dire ce qu'il avait dit tout de suite à sa sortie du coma. Alors on se demande comment ils ont l'info à chaque fois, les tabloïds anglais. Comment se porte Doncaster? Je ne pourrai pas aller à Wembley dimanche. Est-ce que ce sera bon pour Kiev? Voilà ce qui seraient ses premiers mots. Comment Cristiano s'est débrouillé au Classico? On dirait un mec blessé, tu sais, c'est très bizarre Ça quand fait même. beaucoup de questions, salle de réveil. On dirait Neymar, tu sais, avant le retour contre Madrid. Non, je pourrais pas être en championnat, mais peut-être que sur Madrid. Ces questions, c'était est-ce que je pourrais être aligné sur la table de poker? Ouais, voilà, dimanche soir, c'est bizarre. Sur Alex Ferguson, un mot? Encore à nouveau, c'est probablement pour moi les meilleurs entraîneurs de notre génération. Pour moi, c'est un Écossais, on est très fiers de lui. C'est dommage qu'on est rarement aujourd'hui dans le Coupe du Monde, mais on peut être fier de lui et certains des autres entraîneurs qu'il y en a, mais pour moi, il est le meilleur, c'est sûr. On le souhaite que il y ait un bon rétablissement, bien sûr, évidemment. Et on en parlait en antenne, ce qu'il disait généralement aux journalistes français sur Alex Ferguson, c'est vous les Français, vous avez un point commun avec moi, c'est qu'on déteste les Anglais, enfin en tant qu'Écossais bien évidemment. Moi en fait, je voulais titrer la fin d'une époque parce que samedi, quand cette info est sortie, c'était en même temps les adieux d'Arsène Wenger à l'Emirates Stadium, et tu avais l'impression que c'était tout un pan de l'histoire que nous on a connu directement quand on était petit du foot anglais, qui venait à s'écrouler. Après malheureusement avec l'AVC qu'il a eu, on n'est pas médecin, mais on peut imaginer qu'il puisse y avoir des séquelles, une sorte un petit peu d'omerta, de secret professionnel, médical autour de son cas. On espère qu'il pourra revenir publiquement, en tout cas le plus tôt possible. Tu fais bien de parler de Wenger, Manu, parce que vraiment la grande classe de la part d'Arsène Wenger, c'était son moment, sa dernière avec ses supporters. Et au lieu de commencer son discours d'adieu en parlant de lui, il a fait directement un petit message sympathique à celui qui est quand même son plus grand rival, son plus grand adversaire dans toute sa carrière, et ça c'est la grande classe appréciée. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Tu peux être rival et avoir un énorme respect, la preuve en est quoi. Mais tu sais, c'est à l'image de Senna et Prost, pour ceux qui aiment la Formule 1, c'est-à-dire qu'une fois que justement Sir Alex Ferguson est sorti de la scène publique et du pré, entre guillemets, les deux hommes se sont noués d'amitié parce que quelque part l'un était une source de motivation pour l'autre et ne pouvait pas faire sans l'autre aussi. On lui souhaite forcément bon rétablissement. Autre personne qui va peut-être avoir besoin de rétablissement, c'est Jean-Michel Aulas quand il va voir tous ces drapeaux de Marseille dans son Groupama Stadium, Erwan le premier dans son salon. Enfin, la finale de l'Europa League, c'est mercredi. Ça va être chaud, ça va être grand. On espère un grand match. Et en attendant, les rappeurs s'y mettent. Jean-Michel Aulas, c'est le titre d'un des derniers clips. Extrait, on en parle juste après. Jean-Michel Aulas, en grosse pétasse, on va tout casser chez toi.
Erwan, en tant que C'est supporter parole de de Didier Marseille. Barbelivien. En tant que supporter de Marseille, est-ce que là, ça y est, il y a trop d'huile sur le feu et il va forcément y avoir 2% d'idiots qui vont faire n'importe quoi? Parce que là, on sait que c'est du second degré, on rigole et il y a même un titre. Franchement, moi je pense à quoi qu'il arrive, on en parlait avant l'émission, gagner, perdre à la fin, ça va être très compliqué à gérer, je le pense. Et il n'y a pas grand monde qui est monté au créneau pour essayer de calmer un petit peu les choses. Il y a Rami au soir de la qualification qui a eu un message au micro de John Ferreira sur Bein, mais c'est passé assez inaperçu quand même. Voilà, après, ils ont annoncé la couleur. Maintenant, il y a quand même des gens compétents qui font des grandes études et qui sont payés très cher pour contrôler ce genre de débordement. Maintenant, à eux de justifier leur salaire. On ne va pas reprocher aux supporters marseillais de monter faire la fête à Lyon. J'ai bien aimé moi la réaction de Jacques-Henri, ton président Jacques-Henri Hérault, qui a justement appelé au calme auprès des supporters et qui a dit surtout montrer une belle image de Marseille, parce que Marseille a montré une belle image dans cette Coupe d'Europe. Sortez la tête haute, quoi qu'il arrive, on espère que ce sera respecté. Vous allez suivre, Chris, cette finale d'Europa League mercredi? Bien sûr. J'ai eu une expérience avec les Rangers. J'étais là autant que supporter contre Zenit Saint-Pétersbourg. On a perdu 2-0, mais c'est excellent que Marseille sont là et surtout que c'est en France. Mais c'est aussi les risques parce qu'à Rangers, à l'époque, c'était à Manchester. Il y avait 90 000 personnes qui sont venues sans place, évidemment. Et c'était difficile justement à contrôler. Quoi. Avec l'alcool, les Écossais qui descendent sur un ville. L'alcool, les Écossais, un peu c'est un mélange qui va pas très bien des fois. Donc voilà, j'espère que ça va se bien passer. Ça s'était mal passé du coup Déjà, les résultats, c'était pas terrible, 2-0. Il y avait des Russes aussi. Il y avait des problèmes avec les supporters russes à la fin. Donc c'était compliqué. Si les Russes pouvaient ne pas venir mercredi à Lyon, ce serait pas mal parce qu'il y aura déjà assez de ils préparent la Coupe du Monde, t'inquiète. Ils auront déjà assez à faire. Max, sur cette finale d'Europa League, pas ton avis sur ce clip parce que on sait que tu es un mélomane. Il a aimé le vocodeur, c'est Max avant le début de l'émission. Moi j'ai adoré le clip, je voulais le mettre sur My Goal et on m'a dit c'est pas assez brain safety, tu le mets pas. Je regrette un peu. Tu vois. Brain safety pour nous les gens normaux. Brain safety, du coup comme c'est anglais, je peux laisser Chris expliquer. Non. non, brain safety ça veut dire que c'est pas ça donne pas une bonne image de la marque à cause des insultes notamment. Dans quelques minutes, la récréation sera le grand débat de Mais l'émission. nous, on n'est pas brain safety, par contre, on balance des trucs comme ça. Tu viens d'en voir à la fin de l'émission, mon grand, parce qu'on va Il y a eu une réunion hier. Dans quelques minutes, dans la récréation, le grand débat de l'émission, on parlera de ce que pourraient apporter les socios au foot français. Chris Ewing va tout vous expliquer parce qu'il est en train de lancer quelque chose de monumental en Écosse. C'est en cours et ça suit son cours de façon très correcte. Mais d'abord, Rudy Garcia, l'entraîneur de l'OM, est-il le meilleur entraîneur de Ligue 1? C'est l'instant My Goal. Allez. Rudy Garcia emmène l'OM en finale de l'Europa League et il lutte jusqu'au bout pour une place sur le podium de Ligue 1 avec un effectif pourtant assez réduit. Sa causerie d'après-match OM-Nice a été diffusée sur les réseaux sociaux. Il nous a régalé. Les gars, c'est une grande victoire, c'est une très grande victoire. Vous avez fait un putain de match, les gars, je vous le dis, moi. Parce que c'est une bonne équipe en face. C'est bien, les poulets, c'est comme ça. Vous voyez qu'on a besoin de personne. Le groupe, c'est la victoire du groupe. Fait rentrer le bip-bip le coyote et on était tranquille. Magnifique, Lincoln, magnifique. Les gars, c'est super avec ce groupe-là, c'est que je mets n'importe qui sur le terrain, l'équipe elle est toujours là. N'importe qui. Oubal était grandiose aujourd'hui. Greg, il est putain de bien rentré. Tout le monde aide le coéquipier. Vrai beau moment d'émotion, vrai beau moment de vestiaire. Ça fait plaisir à voir. Là, c'est vraies coulisses, c'est pas fake. Enfin, Erwan, tu... Ah non, on n'a qu'à le voir bégayer à la fin de son discours, un petit peu ému aussi, pour voir qu'il n'y a rien de fake dans tout ça. C'est le match, pour l'avoir vu, ils reviennent un petit peu de loin, ils prennent un but d'anthologie de Balotelli, et ils reviennent avec le cœur. Il se passe quelque chose à Marseille, on le dit depuis 2 mois, avec cette épopée européenne, forcément, mais c'est pas un secret, c'est que les épopées européennes amènent toujours pas mal de choses. Ils sont toujours en course pour finir dans les 3 premiers du championnat. Oui, non, il se passe quelque chose. Il leur reste 2 semaines de compète et ils sont tête dans le guidon. Alors justement, le bilan actuel de Rudy Garcia avec l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, on va le dire, on n'en menait pas large pour l'OM au mois d'octobre. On a même fait une émission. C'est un Rastafari qui a fait le tableau, je ne comprends pas. Vous pouvez m'expliquer le choix des couleurs là? Mais il y a un joint dans la bouche aussi à Garcia, non?
39 victoires, 13 défaites, 17 nuls et une saison qui était parfois compliquée, mal embarquée en septembre-octobre. Et en fait, ça va bien, très bien, à la lutte jusqu'au bout pour ce podium. Ce Rudy Garcia à la tête de l'OM, c'est une opération, une mission, une opération réussie? C'est complètement réussi. Moi, je me rappelle des débats qu'on avait sur ce plateau en septembre. On analysait les effectifs de Lyon, de Monaco et de l'OM. On se disait, ça va être très compliqué pour l'Olympique de Marseille. Au final, on se rend compte que c'est l'équipe qui a le mieux géré tous ces matchs, qui a eu le plus de matchs à gérer en plus et qui l'a très bien fait. Et puis, humainement, ce que Rudy Garcia dégage, ça donne des frissons à n'importe quel supporter de France, peu importe l'équipe, qu'elle soit rivale ou non. Et ça donne même de l'envie, je dirais, aux supporters d'avoir un entraîneur qui sait gérer un groupe de cette manière. Vous voyez l'exemple Grégory Sertic, c'est énorme, hein, Grégory Sertic. Il cire le banc depuis des semaines. Face à Nice, il fait une bonne entrée. Il arrive quand même encore à l'impliquer. Rudy Garcia, c'est un entraîneur qui sait faire de Bounassar, de Lucas Ocampos, des stars d'une équipe, des leaders techniques. Et ça, c'est assez incroyable. Je vais rester dans le positif et je vais poser quand même une question. En effet, il a déjà réussi sa saison à l'OM. Par rapport à tout ce qu'on a dit au début, un groupe limité avec lequel il a su bricoler, un groupe qu'il a su parfaitement manager. On l'a rappelé lors de précédentes émissions, ce qui s'est passé à l'hiver. Non, personne ne part, personne n'arrivera. Ça donne de la force au groupe. Il arrive à concerner, tu le disais, des joueurs qui n'ont pas eu nécessairement de temps de jeu, qui font des différences sur cette fin de saison. Il a su tirer les leçons de son échec. Son 4-3-3, il l'a vite abandonné après le match contre Rennes. Le 4-2-3-1 qui était un petit peu frileux. Il est reparti sur une défense à 3 à certains moments, qui a apporté des choses, qui était assez ambitieux également dans le jeu. Maintenant, c'est vrai qu'il a réussi sa saison avec l'OM. De là à devenir le meilleur entraîneur de France, pour qu'il soit le meilleur entraîneur de la Ligue 1, il faut absolument que l'OM soit en Ligue des Champions à la fin de la saison. Mais la question, c'est qui tu mets devant Rudy Garcia à l'heure actuelle? Bonne question. Tu dois être journaliste, vraiment. Tu vois, quand tu prends la liste des nommés, excuse-moi pour le trophée UNFP, tu vois un mec comme Emery. Je suis désolé, le PSG peut battre certains records. Alors vous allez me dire, le PSG n'est pas construit pour battre tous les records en Ligue 1, en tout cas est construit pour un avenir, on va dire, européen. D'accord, mais Emery, on l'a vu avec les différentes coulisses qu'on a commentées dans cette émission, son job n'a pas forcément été non plus très facile ou aussi facile qu'on veut le dire, et c'est peut-être celui qui a le plus beau ratio à la tête du Paris Saint-Germain sous RQSI. Emery, c'est le strict minimum. Alors dans ces cas-là, on va parler d'Olivier Dalloglio, 5e meilleure attaque du championnat de France, avec des moyens très limités, avec un jeu, avec un jeu qui est assez alléchant, et ça donne raison, on va dire, à cette nouvelle mentalité aussi qu'on voit arriver en France. Moi, en fait, si tu veux, Rudy Garcia, le seul bémol que je vais apporter, je vais finir ce tunnel là-dessus, c'est que quelque part, il a eu l'occasion, à un moment donné, de faire des différences. On l'a dit contre Monaco, on l'a dit contre l'Olympique Lyonnais, on l'a dit récemment contre Angers, et que quelque part, l'OM à ce moment-là, ça a été quelques actes manqués, quelques occasions manquées. Si jamais tu les regrettes à la fin de la saison, effectivement, c'est le match face au gros. Et sa communication. Je parle pas d'Angers. La com, écoute, on peut y venir après. Revenir après. On ne fera pas dire que l'effectif de l'OM, il est incroyable. On peut dire ce qu'on veut. Ils ont raté complètement leur mercato d'été. Ils ont signé Mitroglou et je me souviens jamais de son nom là, le défenseur central là, de Valence. Abdenour en panique parce qu'ils venaient d'en prendre 14 à Monaco en 20 minutes. Donc et ces mecs-là, ils les ont tirés un petit peu comme des boulets. Mitroglou, il a mis 6 mois à redevenir un joueur de foot correct. On va pas s'enflammer parce qu'il a mis 2 buts hors jeu de la main. Et Abdenour joue pas parce que sinon, ils vont devoir l'acheter. Donc, il a été pragmatique. Après, ils ont commencé à mieux jouer au ballon. Et puis surtout, les faits, mon grand. Une finale de Ligue des Champions, t'es en cause pour finir 3e. S'il fait ça, Rudy Garcia, c'est le meilleur coach de l'année. Calmons-nous. On va pas dire que c'est le plus grand coach de l'histoire. On parlait de Sir Alex Ferguson tout à l'heure. C'est incomparable. Là, chaque année, on vote pour un nouveau coach de la saison. Donc forcément, il y a un turnover. Et cette saison, ok, Dalloglio, sympa, ce qu'il fait, bravo et tout. Mais l'épopée européenne, la dimension européenne cette année de ce que fait Rudy Garcia, peut en faire largement le meilleur coach de Ligue 1 cette saison. Erwan, mais du coup, tu parlais des transferts. Rudy Garcia, c'est lui qui a la main sur les transferts. Il a assumé jusqu'au bout. Il a dit moi je veux pas ça, moi je veux pas ci. Si on fait pas comme ça, je peux pas. Mais au final, moi j'étais le premier à dire mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi? Mais 8 mois après, je suis là, on est en course pour finir 3e, on est en finale d'Europa League. Je fais ok, chef, tu savais où t'allais, tu savais ce que tu faisais. Au niveau de ses choix de Rudy Garcia, de ses résultats, est-ce que vous suivez l'OM et qu'est-ce que vous pensez de la situation? Moi, je trouve déjà, tout d'abord, tu as dit un mot pour moi qui est clé, c'est l'envie, ça donne l'envie. Je trouve que c'est son première saison en France, après son expérience en Italie. Et je trouve que si tu es un supporter de l'OM, ça annonce bien par la suite. L'OM, pour moi, autant qu'Écossais, ou qu'il y a Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est un peu le nouveau riche. L'OM, pour moi, c'est un vrai club de football, c'est un vrai ville de football. Et c'est sympa que les supporters là, ils sont quelque chose de positif enfin.
Et justement, avec cette Coupe européenne. Et Rudy Garcia, apparemment, il parle vrai, et c'est ce qui plaît peut-être aux supporters, mais aussi à son groupe. C'était dans J+1 sur Canal+, il s'adresse à Maxime Lopez en plein match, et regardez, c'est sous-titré, il régale parce qu'ils disent que certains aimeraient dire, et le disent d'ailleurs dans les tribunes, ils traitent Maxime Lopez de petit branleur, puisqu'on n'a pas encore l'image, donc je vous fais les sous-titres avant même... Damien, avant même... Max. Là, c'est quand les mots dépassent un peu la pensée ou c'est une technique de management? Mais non, mais il y a un lien fort. Faut se rendre compte. Et là, pour le coup, Chris, tu vas être d'accord. Tu le sais mieux que moi. Tu as été professionnel au foot. Quand tu es au quotidien avec un coach, avec tes équipiers, tes coéquipiers, tu t'entraînes 2 fois par jour. Tu fais des voyages longs. Tu pars 3-4 jours, une semaine par moment avec la Coupe d'Europe. Mais forcément, tu crées des liens. Tu n'es pas tout le temps à faire attention à ce que tu dis, surtout à chaud. Et je trouve que moi, alors branleur, attention, on n'est pas dans des insultes complètement folles. On est dans un mot de branleur. Et branleur, ça a même un côté un peu affectif. Alors certains, je vois les bien-pensants qui font non, on ne va pas parler comme ça. Si, c'est bon signe. Quand dans des vestiaires, des fois ça s'échauffe sur un malentendu, c'est aussi bon signe. Se dire les choses, c'est bon signe. Et la preuve, c'est que moi je trouve que cet échange-là, il est bon. Et peut-être que Maxime Lopez, il a aussi besoin qu'on le recadre sur des choses comme ça. Et voilà, je trouve que moi c'est bon signe. C'est comme ça que ça parle dans un vestiaire, c'est comme ça que ça parle dans le foot. T'as raison. Je suis pas trop pour qu'on lui donne ce titre de meilleur entraîneur, mais je dirais quand même que ça sera un bon signal envoyé au championnat français et aux autres entraîneurs français. Le fait de lui faire gagner ce trophée-là, ça pourrait permettre de montrer justement qu'un mec qui a de l'ambition, qui veut jouer les Coupes d'Europe à fond, qui est pas dans les préjugés qu'il y a pu avoir dans ce championnat et dans ce pays depuis 20 ans, ça pourrait donner un bel élan. Il y a Bakio qui dit sur le stream là en direct dans les commentaires, c'est comme un père qui engueule son fils, et en effet c'est ça, c'est famille, Marseille. Mais dans la com, est-ce qu'il y a un problème Rudy Garcia quand même dans la com, Max? Alors on va voir des extraits de ce qu'il a pu déclarer. Est-ce que parfois il a été un peu trop loin? Est-ce que voilà, il en a trop fait? Est-ce qu'il a voulu se mettre certaines personnes dans la poche? C'est son personnage. On sait que Rudy Garcia, c'est un mec qui est un peu, désolé du terme, mais qui a une grande gueule. Au LOSC, ça lui a coûté sa première saison. On se rappelle que Rudy Garcia a été limogé du LOSC à cause d'un problème avec Xavier Tuilo, qui était DG à l'époque. Il a ensuite, Cédou a décidé de le faire revenir. Ok, sa com est parfois limitée, parfois à la limite de l'arrogance, parfois trop à la limite même de la provocation. Mais moi, je dirais, partout où il est passé, et je l'ai vu en commentaire, c'était intéressant, il a réussi, Garcia. Donc, sa com, c'est une chose. Mais derrière, ce qu'on lui demande, c'est d'être performant sur le terrain et d'apporter une valeur ajoutée à ses équipes. C'est ce qu'il a toujours fait à Dijon, au Mans, même à la Roma. Il est arrivé, il a établi un record de points. Après, ce qui gêne un peu, c'est qu'il se la raconte. Voilà. Il se sert lui-même, en fait. Il sort un peu vieux beau, un peu beau gosse. Et puis son passage à la Roma, ça l'a pas aidé. S'il n'a pas pris pour Jules César. On se souvient de ses déclarations lors du derby romain. Bon, ça fait partie du personnage. Qu'est-ce que je dis? Les mecs, ils font un métier passionnant, ils gagnent des millions, ils se font un peu kiffer. Alors, t'en as des mecs qui ont un ego un peu surdimensionné, ils se font kiffer. Mais pour revenir à ce que tu dis, l'essentiel, il est sur le terrain et partout où il est passé, il a laissé une trace. Ouais, mais il sert pas le club dans ce genre de cas. Il sert pas le club, il se T'as pas l'impression qu'il sert l'OM sur la saison? Je sais pas. Non, mais tu vois, par exemple, ses déclarations avec Olas, là, toute la guéguerre où il leur remet une couche. Pour moi, là où il sert le club, il aide pas son club, il aide pas ses joueurs. Moi, je trouve qu'il aide extrêmement ses joueurs à faire ça. C'est que tu as beaucoup de jeunes joueurs autour de toi, et plutôt que ce soit les jeunes joueurs qui aillent s'enflammer dans la presse, et ben Rudy Garcia, il prend tout pour il fait lui. paratonnerre. Ouais. Et je trouve que ça, c'est très bien. C'est ce que Olas a fait pendant une époque ça avec l'a Lyon. pas empêché de terminer ses joueurs quand ça n'allait pas bien en début de saison. Et vous reverrez la conférence de presse face à Rennes. Et aussi, quand son équipe joue mal, là, il fait le paratonnerre, mais c'est pas lui qui fait le paratonnerre, il s'en prend aux arbitres, etc. À un moment donné, il manque parfois un peu de classe. On va remettre il te doit, Rudy Garcia? On va remettre les nommés. Tu te rembourses, comme ça, au moins, t'arrêtes de le tailler dans toutes les émissions. On va remettre les trophées NFP, on va remettre les nommés au niveau entraîneur pour se décider là en cette fin d'instant Oh My Goal. Mais il y a une question quand même, c'est si Garcia termine 4e, perd la finale de l'Europa League, vous continuez à lui donner le trophée de meilleur entraîneur de l'année? C'est compliqué quand même. Là, il va falloir attendre à Rudy Garcia. S'il perd la finale d'Europa League, qu'il termine 4e, c'est la situation actuelle. Est-ce que vous pouvez en faire l'entraîneur de l'année? Moi, je te dis non. Voilà, je te dis non. Pourquoi, du coup? Non, je te dis non, parce qu'effectivement, il faut que ça soit sanctionné par un objectif. L'objectif de l'OM, c'est de finir dans les 3 premiers. Tu finis dans les 3 premiers, tu es dans un objectif. Là, il s'est rajouté cette Ligue Europa. Une finale, certes, mais ça se gagne aussi. Moi, s'il fait un des deux, je le mets quand même, parce que j'oublie pas d'où il part. Et puis l'ascension, et puis comme il a su par moment faire évoluer, Manu l'a expliqué tactiquement, avec le pragmatisme par moment du 4-2-3-1, et puis par maintenant le beau jeu qui s'est installé
au fur et à mesure où l'OM reprenait des couleurs. Mais Erwan, en début de saison, l'OM 4e. C'est normal, on est d'accord. Si tu regardes l'effectif, C'est si tu grave, j'ai regardes la envie de te saison dire. passée, Et puis quand je vois le championnat, c'est le minimum, j'ai envie de te dire. minimum. Ouais, c'est le minimum. Quand je vois le championnat, quand je vois Saint-Étienne qui était au bout du rouleau il n'y a pas si longtemps, qui aujourd'hui peut finir 5e, quand je vois Rennes, le problème, quand je vois Nice, les hauts et les bas, je me dis l'OM D'accord. 4e, c'est le minimum. A posteriori, je suis d'accord. Au début de saison, l'OM 4e, tu signes. Donc là, il finira au moins 4e, donc c'est normal. Finaliste d'Europa League, l'OM, c'est pas normal. Non. Donc, dans tous les cas, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Rien que Ouais, pour mais- ça, il mérite d'être meilleur Oui, mais entraîneur de attends, Ligue 1. tu juges la Ligue 1, les gars. En fait, c'est là où j'arrive pas à vous suivre, c'est que les trophées ENFP, c'est sur la Ligue 1. Tu sais très bien que c'est pas vraiment le cas. Ah, tu peux Tu- pas. tu sais Est-ce très bien qu'on que c'est peut, pas vraiment est-ce le qu'on peut Quand vraiment. Ancelotti partage son trophée avec Christophe Galtier, parce que alors que tu sais ce qu'avait fait Ancelotti sur la scène européenne avec le PSG, le plus beau parcours du PSG ces 6 dernières années, il le partage avec Christophe Galtier. C'est la Ligue 1. Ok, Voilà, la un Ligue par un, on va répondre à la question. Alors, qui est pour vous le meilleur entraîneur de cette saison en Ligue 1 à vous de vous décider, Maxime. Ouais, pour moi, c'est Coach Garcia, comme Olas l'appelle. Votre entraîneur préféré, Chris, en Ligue 1. Pareil, je pense qu'Emery aussi, c'est notable. Mhm. C'est trop facile aujourd'hui à dire il a le moyen parce qu'il faut gérer cette moyen-là. Il a quand même fait. Au-delà des moyens Emery, c'est surtout que son. Alors, on lui a pas donné les moyens, mais c'est que les cadres l'ont jamais suivi. Son discours n'est jamais passé. Alors, certes, il est champion de France haut la main, bravo à lui. Je pense que c'est un très bon entraîneur qui rebondira ailleurs. Vraiment, je lui souhaite parce que ça a l'air d'être. Je le connais pas personnellement, mais ça a l'air d'être un mec qui a quand même fait le dos rond, qui a jamais craché sur le PSG, qui a jamais craché sur ses joueurs, alors qu'il s'est fait tirer à balles réelles dans le dos. Maintenant, ces joueurs n'ont pas suivi. Son discours n'est pas passé. Voilà, c'est en ça où moi, je ne le mettrai pas meilleur entraîneur cette année, une fois de plus, cette saison. Unai Emery, parce que c'est celui qui a peut-être l'un des plus beaux ratios avec son passage, je disais, au PSG dans l'RQSI, et aussi parce qu'il a eu tous les vents contraires contre lui, que ce soit la presse, que ce soit en interne. Il a eu tout contre lui et quelque part, on dira ce qu'on veut, mais sur la scène nationale, en tout cas, cette saison est quand même historique, un triplé. Je suis désolé. Rappelle-toi du on début s'y de saison habituera. où Garcia se prenait mais des taquets toutes les semaines. Oui, mais mérité. Bah, mérité. pourquoi Emery, ça serait pas mérité non plus quoi. Et toi, Parce que Erwan? c'était gratuit, tu le sais. Moi, je te dis, moi j'aime bien comment Garcia a redressé la barre. Moi, je n'oublie pas la semaine catastrophique Monaco-Rennes, où là, on se dit, mais attends, mais où on va? Vraiment, où on va avec l'autre débile d'Evra, de ça et tout. Donc, il a quand même su, à sa manière, et même si je sais que toi, ça te plaît pas toujours, à sa manière, il a su redresser l'OM, en faire un finaliste d'Europa League et en faire une équipe qui peut encore se qualifier directement pour la Ligue des Champions avec le championnat de France. Non, clairement. Après, on l'a pas cité, mais Dalloglio, ce qu'il fait avec, pour le coup, avec des moyens bien inférieurs à Paris et à Marseille, ça a le mérite aussi d'être souligné. Et je vois dans les commentaires sur le stream qu'en effet, on juge sur la Ligue 1. Le trophée UNFP récompense la saison de Ligue 1, mais on vient de le dire, et vous n'avez peut-être pas saisi. En effet, on ne peut pas nier qu'une belle performance en Coupe d'Europe, eh bien, ça agit sur les votes, quoi, sur le résultat final. Et perso, pour moi, l'entraîneur de Ligue 1, il n'est même pas cité, le meilleur entraîneur, il n'est même pas cité dans les nommés. Pour moi, c'est Jean-Louis Gasset qui a fait quelque chose d'incroyable avec Saint-Etienne. Il est arrivé en cours de saison, mais en 6 mois, il a fait plus que n'importe quel autre entraîneur pour moi parce que Saint-Etienne était au fond du trou. Et voilà, je voulais saluer Jean-Louis Gasset qui nous regarde chaque semaine. On le sait bien sûr. Tout de On suite. oublie aussi Marcelo Bielsa. Ouais, on l'oublie. On l'oublie, Marcelo Ouais, Bielsa. vous avez trouvé mieux avec Galtier. Ah ouais, clairement. Dans un instant, c'est la récréation, le grand débat de cette classe foot. Les socios dans le foot français peuvent-ils être la solution à tous les problèmes? On en parle tout de suite. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Et si Football Manager existait dans la réalité? Mais ça existe vraiment. En Écosse, Chris Ewing est avec nous aujourd'hui. Les socios seraient-ils la solution aux maux du foot français? On en parle ensuite. Voilà, l'actionnariat populaire existe. Ça vient d'être créé. C'est en tout cas ce que Chris essaye de mettre en place en Écosse actuellement. Vous avez d'abord lancé EduSport Academy en 2011 et vous voulez depuis en faire un vrai grand club de football géré par les socios. Alors d'abord, première question. Où en est le processus? Racontez-nous. Et puis... Déjà, moi, j'ai créé l'EduSport Academy en 2011. C'était tout simple, une académie de football. J'ai fait venir des Français en Écosse pour faire le football de haut niveau avec les cours d'anglais. Donc, il y a côté scolaire aussi, footballistique scolaire et surtout, évidemment, le voyage à l'étranger. Le problème que j'ai aujourd'hui, en fait, c'est... Pourquoi avoir choisi des joueurs français? Parce que tout simple, parce que j'ai vu en France, j'ai constaté qu'il y a un vivier de footballeurs en France qui n'a pas tout à fait la chance de tirer dans un centre de formation, avoir cette expérience, d'être coaché dans un cadre professionnel. Et évidemment, avec tous mes respects, l'anglais, ça reste des fois un petit challenge pour beaucoup de Français. Donc, si on peut lier les deux avec le football et l'expérience à l'étranger, c'est bien. Donc, j'ai créé ça. Et là, le problème qui joue aujourd'hui, on a gagné les championnats
l'année dernière. On était dans les 6e division en Écosse, autant que l'Académie, une équipe française qui joue en Écosse. On a monté en 5e division et ça a évolué un petit peu comme un vrai club de football. Quand j'ai créé l'Académie, c'était juste une académie. Et aujourd'hui, ça devient un vrai club de football. Et évidemment, un vrai club de football, il faut financer. Et donc, il faut changer un peu les modèles, il faut réfléchir bien parce que ce n'est pas un club de football comme des autres. C'est un nouveau club, c'est moderne. C'est un club de football français qui joue en Écosse, très niche, très, très particulier. Et j'ai créé cette idée de ourfootballclub.com. Quand les Écossais savent qu'ils vont jouer contre des Français dans un championnat écossais, Wow. l'accueil il est comment? Ils doivent se faire rentrer dedans. Ouais, là, ça fait un petit moment qu'on est dans les championnats, donc on est connu, on joue bien, on est quand même un staff très professionnel, etc. Donc on ajoute beaucoup de valeur dans les championnats écossais, mais vrai, c'est certes qu'il y a cette petits enjeux. On est travaillé avec Nike, on a des beaux maillots, on a des beaux gosses français qui sont là pour jouer le football. Donc il y a toujours cette. Et alors, Tu devrais aller jouer là-bas, les Manu. Écossais ils sont taquins, quoi. Donc voilà, ça ajoute un peu plus de motivation, mais il faut gérer ça Donc, c'est le football. Tant depuis, mieux. vous avez créé ourfootballclub.com pour que des socios financent le club. On en est où de ce développement grâce donc à l'apport des socios? Donc déjà, j'ai lancé ça en février. C'est 25 pounds, donc autour de 30 €. Et c'est ouvert au grand public qui devient sociaux. Et après, il peut prendre des décisions sur tous les aspects qui gèrent les clubs de football. Bien sûr, il y a les côtés participatifs financiers, mais pour moi, ce n'est pas que ça qui est important. C'est créer une culture de football avec une communauté online, digital. Et c'est ça les choses aujourd'hui qui est important. Et là, Il y a, il y a combien de socios là aujourd'hui? Il y a plus que 700 depuis février. Et comment on prend une décision à 700? On vote? C'est un vote, quoi. Si tu es motivé, tu vas faire le site, tu regardes ça. Si ça t'intéresse, tu es abonné pour 25 pounds et tu as un login, tu deviens membre et tu peux voter. Et là, en fait, on est en train de changer le nom. Et ça va être tout le monde qui vont voter. Donc aujourd'hui, c'est l'Edge Sport Academy, qui n'est peut-être pas très sexy pour un club de football moderne. Donc on va changer le nom à partir de cette saison en 2018-19. Et c'est toutes les 700 membres qui vont voter. Donc déjà, à travers le forum, ils sont cités les noms, etc. On va choisir les cinquantaines. On va faire un premier tour de vote pour trouver 10. Et après 3. Et après, on va renommer l'équipe pour l'année prochaine. Et Chris, j'ai vu en route pour la victoire en 2025. C'est quoi cet objectif en 2025? Ça, moi, j'étais pas mal critiqué pour ça, mais j'assume totalement. Parce que je me suis dit, si on a assez de membres, parce que c'est aussi un genre de, entre guillemets, crowdfunding, on peut monter les championnats. Donc, on est dans un pyramide système. Donc, le but idéal, dans un cas idéal, c'est arrive dans la première ligue, Ligue 1, en 2025. Ok. Tout le monde dit, ah ouais, ça, c'est farfelu, t'es malade. Donc avec les Celtics, avec les Rangers, sûr. avec... Pourquoi pas? Avec Motherwell. Avec Motherwell aussi, bien sûr, grand club, ouais. et un Et stade. Dundee sont toujours en. Dundee, ouais. J'avais un Il y maillot a de foot Dundee de United, Ils jouent en Dundee- orange. Ça, tu ne savais pas, toi? Là, Ça, vous, c'est Dundee United, Ouais, fais attention. ouais, là, vous avez un stade de 500 places assises. Et dans, Ouais. dans 10 ans, il faudra avoir un grand stade. Bien alors. sûr, mais on va voir, mais encore à nouveau, c'est un projet. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est malade. Mais pour moi, être malade, c'est faire la même chose chaque année et envisager un résultat différent. Il faut changer quelque chose. On est en 2018, le football, c'est malheureusement, heureusement, mais c'est plus comme avant. C'est un jeune supporter qui veut consommer le football à travers justement son iPhone, les tablettes, les réseaux sociaux, etc. Et c'est là, je trouve qu'il y a une force et un genre de communauté online. On n'est pas bridé par l'Écosse. Ok, c'est un club de football en Écosse, mais on a des membres qui viennent de 25 pays différents. On a des membres en Singapour, Malaisie, Australie, aux États-Unis, Saint-Denis, Marseille, Lyon, Glasgow, Aberdeen. Et Ouais, voilà. Marseille, Et ça, c'est les- En parlant des... ça, c'est les beautés de football. En parlant quoi, des jeunes pour moi. Français, justement, ils ont réagi parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube concernant les deux Sport Academy. On a un petit extrait de savoir ce qu'ils pensent de cette académie. Parler anglais, c'est fondamental, ça sert dans tous les jours, parler anglais. Puis en plus, là, j'ai une chambre, là, je dois faire la cuisine, je dois tout faire tout seul. Au niveau football, tout le monde va progresser ici parce qu'on est super bien encadré. Mais il y a autre chose aussi. Je pense qu'il y a un CV à avoir au niveau de l'anglais, par exemple. C'est ce qui devient super important de nos jours, quoi. Les entraînements, ils sont magnifiques ici. Ils sont magnifiques. Franchement, les coachs font du super bon travail. Les joueurs aussi avec qui je suis, c'est des bons joueurs de football. Alors ça, ce sont des jeunes joueurs qui intègrent l'équipe première là et qui vont être payés. Comment ça se passe? Ça, en fait, justement là, cette année, c'était un peu compliqué pour l'académie parce que c'est une académie privée, les gens ils viennent, etc. Là, vu qu'on est en plein évolution, le but sur l'équipe première, c'est gagner des matchs, quoi, et maintien dans un premier temps et après monter. Et si on a les joueurs français qui viennent, qui sont le niveau, c'est avec grand plaisir. Malheureusement, cette année, on a constaté qu'il faut un peu plus de maturité, donc on a prêté des joueurs écossais, de la Rangers notamment, Kilmarnock, etc. Et c'était un mélange entre des Écossais et des Français. L'année prochaine, avec ces nouveaux clubs, ça va être à part. Donc, il y a l'académie là et les clubs de football, le nouveau club de football là.
et ça va être les meilleurs joueurs qui vont jouer. Donc par exemple, le 11 centre juin... de formation et pour l'équipe première, c'est ça? C'est ça, exactement. Et par exemple, le 11 juin, on va faire un match de détection à Clairefontaine. On va cibler les jeunes Français qui ne sont pas conservés dans leur club et on va sélectionner les meilleurs qui sont envie de, évidemment, rebondir en Écosse pour ajouter justement, garder ce lien avec la France parce que la France, l'académie, on peut pas nier les liens avec la France, quoi. Et mélanger ça avec des bons joueurs écossais pour créer une équipe jeune, performant, en vie, avec plein d'énergie et plein d'ambition. C'est ça le but. Puis l'anglais, on peut dire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si tu fais une carrière même de semi-pro, savoir parler anglais, c'est un bagage. Alors qu'en France, les mecs au centre de formation, ils parlent même pas français. Donc, Là, il y a un commentaire qui demande académie privée égale dollar, ça veut dire que vous prenez de l'argent. Comment ça se passe? Les joueurs, ils vous payent pour l'académie. Et c'est là, justement, il faut, quand j'ai créé l'académie, c'est un business, comme tous les business, c'est privé. C'est comme une école de commerce, c'est privé, le football anglais. Donc, il vient, on fait des matchs de détection, il paye pour ça. Mais justement, quand j'ai créé le business model pour l'académie, c'était pour une académie. C'est pas un business model pour un club de football. Deux choses différentes. Et avoir footballclub.com, c'est justement une opportunité de gérer ça et régler ça, quoi. Donc le mec qui vient dans l'académie, c'est privé, effectivement, il paye pour ça. D'accord. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, nous, c'est est-ce qu'en France, gérer un club grâce aux socios, ce que beaucoup de supporters voudraient, est-ce que c'est possible ou impossible? Alors déjà, sachez-le, au niveau de la loi, il est impossible pour une personne physique en France de devenir actionnaire d'un club. Alors comment on fait pour s'organiser? À Guingamp, à Bastia, à Nantes, avec l'association à la Nantaise, on crée des associations pour pouvoir participer à la vie du club, comme là les Calonnes à Guingamp, qui sont une association de supporters actionnaires, mais à l'arrivée qui n'ont pas de pouvoir. À Marseille aussi, il y a le Massilia Socios Club, qui a été créé, mais pareil, pour l'instant, il n'y a pas de pouvoir de décision. Il y a eu échec à Bastia, Manu va revenir dessus. C'est donc très différent de ce qu'on peut voir, connaître à Barcelone ou au Real. Manu, à Bastia, qu'est-ce qui s'est passé? À Bastia, la chose est très simple. Le club est en difficulté financière l'an dernier du fait d'une gestion catastrophique des dirigeants de l'époque. Et si tu veux, tu as des amoureux de Bastia qui montent, donc le Socios Étoile Club Bastia, qui réunit aussi également des entrepreneurs de la ville, de la région, des personnalités aussi, des anciens joueurs. Tu as joué avec Magno Noves, il a été l'un des mecs qui a impulsé aussi ce truc-là. L'idée, c'était de récolter de l'argent pour qu'en fait, si tu veux, les supporters deviennent importants pour leur club. C'est-à-dire qu'ils ont cette somme d'argent, on voit 273 000 €, pour que si un jour le club venait à avoir les mêmes difficultés financières que le Sporting Club de Bastia a eu l'été dernier, ils puissent arriver, mettre au pot et dire c'est nous qui avons sauvé le club, donc on a notre mot à dire sur les projets à venir. Quel est l'intérêt pour les socios, par exemple chez vous, à mettre 25 pounds et ensuite on a un retour sur investissement? Mais justement, moi j'ai dit au pire de cas, c'est un intérêt. Ouais. C'est quand même 25 livres, ok. C'est beaucoup d'argent pour beaucoup de monde, mais c'est 25 pounds, quoi. Si ça vous donne un intérêt, vous avez une deuxième équipe en Écosse et vous pouvez être vraiment décisionnaire, vous pouvez choisir un nom, l'opportunité. Ça, c'est très rare. Comme un jeu. Donc, il y a les côtés. Ok, il y a quelqu'un qui a dit sur Twitter là, oui, c'est un business. Bien sûr, chaque club de football, c'est un business. Ça doit être géré comme un business. Bien sûr, sinon on n'en a rien. Ok, mais c'est aussi pour moi, c'est pas que financier qui est intéressant. Ça me fait kiffer l'effet qu'on a 700 membres qui viennent de partout au monde. C'est ça la beauté du football. C'est ça le côté romantique. On réunit les gens. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, je trouve dans le football, il y a un manque de ça. Donc pour 25 pounds, il peut prendre des décisions. Un jour, on va voir si on propose des actions à ces membres-là. On ne peut pas faire un vent des actions au public parce que c'est très compliqué, très, très risqué, etc. Mais si on a des membres, on peut proposer un jour des actions. Donc il devient vraiment un actionnaire un jour. En France, les socios, du coup, avec ce que tu as expliqué concernant Bastia, c'est du fake. Là, on voit que, par exemple, à Barcelone, les socios ont voté les travaux de rénovation du Camp Nou, donc ils sont vraiment impliqués. En France, on fait semblant. En France, c'est bidon. Il y a eu des projets. C'est pas culturel, surtout. C'est pas culturel. Comme tu l'as dit, après, d'un point de vue juridique, aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Par contre, je pense qu'on y tend parce que de plus en plus, les supporters, et je pense que tu vois à Lille, si tu discutes avec les supporters du LOSC, ils seront sans doute dans cette démarche-là à l'avenir. Ils veulent aussi être les garants de l'institution, les garants de la culture club, les garants même de la santé lorsque celle-ci est mise en danger par des spéculateurs ou autres. Il y a eu 2 projets en France. Tu as notamment l'UJA du temps de Michel Moulin que tu connais très bien, club de CFA2 dans la région parisienne. Il avait monté un projet similaire à celui que Chris nous présente aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il manquait une identité forte pour que ça devienne un véritable levier. Il y a Andrézieux dans la région de Saint-Etienne aussi, qui s'est lancé. Banlieue de Saint-Etienne, tout à fait, qui s'est lancé dans le même projet, qui est aux portes du National 1. Mais c'est pareil, ils ont convaincu, entre guillemets, que 300 donateurs, même si c'est énorme pour cette ville-là. Mais c'est pas suffisant pour apporter, on va dire, ce chèque un peu magique qui peut te permettre de passer certaines étapes. Alors la question que je voulais te poser, c'est, on sait que c'est pas un levier pour le foot semi-professionnel
traditionnel en France parce qu'il n'y a pas de culture club aussi forte à ce niveau-là. Est-ce qu'en Écosse, il y a cette culture club assez forte pour que justement ce système de socios puisse devenir peut-être à la Celtic, le Rangers, mais c'est justement ça. Il faut être pas bridé par les côtés traditionnels, par les côtés ville, par les côtés les passés. Il faut regarder vers l'avant. Il faut dire que le supporter, il vient de partout au monde, quoi. Et à travers Internet, c'est ça qui est très puissant aujourd'hui. Donc tu peux être à Singapour et les premières choses qu'on va faire la saison prochaine, on va streamer tous les matchs en direct. Ah ouais. Et on va avoir aussi un... Manu est un très bon commentateur. Hein. Non mais c'est vrai, parce que tu peux être à Singapour, tu peux être à Paris, Peut-être en anglais, et tu regardes ton club, ok, peut-être tu es supporter de Marseille, Lyon, Paris Saint-Germain, mais tu as un petit club écossais, et on aime tous, comme on dit en anglais, the underdog, donc un petit club, football manager, tu prends un petit club de 5e division, et qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est le potentiel qui est excitant. C'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est excitant, ça inspire les jeunes, j'espère en tout cas, pour 25 pounds, quoi. Et si on arrive à monter, et après on monte en nouveau, et les mecs qui sont là depuis les débuts, c'est quand même un projet pour moi super chouette. C'est un projet footballistique, mais au-delà de ça, c'est vraiment un projet humain. Et en parlant de projet humain, il y a des difficultés à Lille. Toi, Max, tu voudrais reprendre le LOSC là quand Gérard Lopez aura dit bon, là, j'ai plus une thune. Bah écoute, on m'a proposé. J'étais pas trop chaud parce que je sais que la DNCG est quand même rude là-dessus. Et moi, en ce moment, je suis plutôt en train de négocier un prêt immobilier. Donc, on va aller chercher. Bref, si t'achètes vers ton banquier. Si t'achètes vers ton club là-bas, ça va aller quand même. Donc, au niveau de prêt immobilier. Non, ouais, vers ton club là. C'est pas la banlieue de Saint-Etienne, hein, Lille. Attention. Non, je sais, mais c'est où ton club? Ton club où tu joues? Ah, en Stin-Chiron, mais c'est le mètre carré de quoi? 4-5 euros. Bref, on s'éloigne. Non, mais ce serait une possibilité à Lille parce que là, on sait que c'est instable avec Lopez. Ce serait une bonne chose. C'est une possibilité, mais on sait que là, déjà dans la politique actuelle, c'est plutôt éloigner les supporters du projet financier que l'inverse. On l'a vu à Bastia, en fait. Je pense que c'est toute la problématique des socios, c'est qu'aujourd'hui, comment tu peux faire en sorte que les supporters vont amener quelque chose, une réflexion, je dirais, intelligente, positive, qui va dépasser justement ce cadre de supporters. Tu parlais de Bastia tout à l'heure, Manu. C'était très intéressant. Chez nous, à MyGoal, il y a un des socios de Bastia qui a fait le logo d'ailleurs, ce beau logo qu'on voyait. Je salue Tom. Et il dit, il y a un mec qui nous représente. Mais si nous, demain, on trouve qu'il y a un joueur qui va être très bon pour le projet sportif, mais qui derrière ne reflète pas les valeurs de la Corse, et ben nous, socios, on va tout faire en sorte pour qu'il soit viré de Bastia. Tu vois. Et donc, cette réflexion, je dirais, un peu immature de supporters, c'est difficile de faire la part des choses entre comment tu peux entrer en négociation avec le Barça, comme ils l'ont fait avec leurs socios, pour rénover le stade, et comment tu peux aussi mettre de côté ton côté affectif. Après, il y a un truc en France, moi j'ai l'impression que le supporter en France, il est là que pour supporter. Donc du coup, c'est impossible qu'il soit là et pour donner son avis, et pour siffler, voire même pour gouverner. Alors là, on est dans un monde à part. Faut pas oublier, parce que je lis un peu les commentaires, et quand on parle de Bastia, on parle des armes, du racisme et de je ne sais quoi d'autre. C'est quand même des terres où il y a des cultures football extrêmement fortes. Moi, je sais pas, mais tu vois, j'étais à Bastia cet été, au moment où il y a eu cette mobilisation-là. Quand tu vois une place comme la place Saint-Nicolas qui est noire de monde parce que tu as 20-30 000 personnes qui ne veulent pas voir un club disparaître, un club qu'ils ont accompagné, un club qui fait partie de leur histoire, de leur culture, etc. Moi, je trouve qu'il faut le valoriser. Et je trouve qu'en France, on a tendance à réduire la parole du supporter au simple beauf connard qui se gratte les couilles, qui regarde le match et qui insulte les mères des joueurs, si tu veux. Ce n'est pas que ça. Et je pense qu'en France, on aurait peut-être intérêt à écouter un peu plus, donner un peu plus la parole aux supporters. C'est vrai que, quitte à les faire gouverner avec l'exemple que tu disais, il y a un monde, c'est-à-dire le supporter ne doit pas non plus décider du sportif. Mais c'est important aussi que le supporter soit le garant de l'institution. On en a longtemps parlé avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, tu vois qu'à Guingamp, ton exemple prend totalement forme parce que donner de l'importance aux supporters, ça permet de remplir quasiment un stade, donner une bonne influence à une ville qui a 6 000 habitants, on le rappelle. Voilà, donner de l'importance aux supporters, ça permet de montrer qu'il a une place, je dirais, primordiale dans la vie d'un club et même la survie d'un club, et là c'est important. Et donc grâce à Internet, Chris, lui, est en train de mener sa révolution avec son club. Il y aura donc sur ourfootballclub.com bientôt le nom du club du futur, de cette future équipe première qui sera votée par les socios. On vous souhaite le meilleur dans cette aventure là, qui se poursuit. Et puis si vous voulez... Vous jouerez le PSG en 202025 en poule de Ligue des Champions. 2026 peut-être. 2026, c'est tout le monde qu'on vous souhaite. Après la Coupe du Monde au Qatar, tout ça, on aura une autre vision du monde du foot et on en reparlera avec plaisir tout de suite. Comme à chaque fin de récréation, on a le traditionnel, les meilleures images de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux cette semaine grâce à Oh My Goal, c'est le zapping.
FIFA World Cup without me is not worth watching. But the lion cannot miss the hunt. I will qualify on my own and I will dominate. Surely you have to be registered in a squad. Regulations are for the regular players. I am Zlatan. Il bracciale e la fascia di oggi. Grande. Ma non sei più il capitano. Va bene? Grazie. Eccolo. Grazie. Numero 2. Grazie. Sei contento? Tieni anche questo. Questa è per nonna Gina, dagliela a te, vai. Dalla nonna, vai. Grazie. Grazie. Bravo. No, School with a bald head. Funny man. I'm feeling rich now. When she with me, she get taken care. Now the girl is just ain't there. I don't really need no one, but it's cool to always have someone there. Yeah, 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 yeah. I got love for all my real ones. They the ones who stay with me when I start making millions. That's plastic. She ain't real, but she. La leçon de ce monsieur de 70 ans est tout de suite autre leçon, elle est traditionnelle chaque semaine. C'est Manu, tu descends. Mario Balotelli, tu es ici. Mario, reste avec nous en Ligue 1. Il faut absolument que tu restes en Ligue 1. Eh oui les amis, cette semaine je me suis envolé au pays des voleurs de Coupe du Monde, un comble quand on pense qu'ils nous accusent eux-mêmes d'avoir subtilisé la Joconde, un territoire où on a eu l'idée notamment de mettre du Nutella dans les croissants, où le foot est un marqueur social, un territoire où l'accent et les postérieurs font parfois tourner la tête et loucher les yeux. Ce pays, c'est l'Italie, vous l'aurez deviné, où l'actualité a été largement tracée cette semaine par la prochaine nomination de Roberto Mancini à la tête de la Nazionale, mais plus que le retour au premier plan, du premier de l'actuel entraîneur surtout du Zénith Saint-Pétersbourg. Celui-ci devrait être synonyme du comeback en sélection de l'enfant terrible du pays, Super Mario Balotelli. Actuel 3e meilleur buteur transalpin en Europe avec 16 réalisations, Balo devrait quitter Nice en fin de saison et pencherait pour un retour en Serie A. Et après 8 bouteilles de Chianti en 2 jours, on ne pouvait pas laisser faire cela sans lui dédier un hommage. Un hommage comme tu dis, mais depuis le début de la classe foot, si je me souviens bien, un peu plus d'1 an, ça n'a pas toujours été ça, toi, envers Mario. C'est vrai. Du coup, j'ai utilisé un peu de Jacques Brel. Mario ne nous quitte pas. Oublions le temps des malentendus et le temps perdu, celui notamment des errements défensifs, d'une attitude parfois critiquée par Lucien Favre, son coach, pas étranger non plus, à sa métamorphose et son retour au plus haut niveau cette saison. Ne nous quitte pas, Mario. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux, parce qu'il n'y a que la France et Nice à te croire encore capable de marquer 41 buts en 64 matchs, parce que tu es plus fou que nous et que les émotions comme ça
on aime ça par-dessus tout. Mario, ne nous quitte pas, nous creuserons la terre jusqu'à notre mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Parce que oui, Mario, tu as besoin d'être heureux, tu as besoin d'être aimé. Et pour que la Ligue 1 grandisse, la Ligue 1 a envie d'un joueur, d'un personnage de ta trempe. Serait-il utile de revenir au pays de Dante où chacun de tes gestes sont tes pieds, où la pression médiatique est telle que ton talent de Furiclass ne s'est exprimé sans aucune constance. Balotelli en Ligue 1, si ce n'est pas à Nice, où est-ce que ça pourrait être? À Marseille. Ah là là, un public de feu, un mec capable d'électriser. Alors Manu, Marseille. Exactement, c'est presque ce cliché ce que je vais vous dire, mais tous les passionnés, à part Bernard Lyons de l'équipe cette semaine, seront d'accord là-dessus. Son côté fantasque, son côté imprévisible et incontrôlable s'irait tellement à l'ADN de l'Olympique de Marseille, un finaliste d'Europa League qui doit continuer à grandir et doit recruter un neuf, un nom bien évidemment, un club historique peut-être pas aussi décadent que l'AC Milan actuellement et qui partagera dès la saison prochaine le même équipementier que Super Mario. Impossible de l'imaginer à Paris, compliqué de l'associer à Memphis ou Mariano du côté de Lyon, qu'il avait d'ailleurs déjà refusé il y a 2 ans. Bref, cette semaine, un sondage publié sur le site Football Club de Marseille indiquait que 2 supporters sur 3 seraient pour sa venue cet été. Un sondage qui donnait aussi la parole au camp du non, soucieux que les valeurs collectives dégagées par le groupe de Rudy Garcia ne volent en éclats au contact de ce grand provocateur. Avouez quand même qu'avec Payet et Thauvin en pourvoyeur, Balotelli à l'OM apporterait autant de fraîcheur qu'un bon spritz bien dosé à l'heure de l'apéro, parce que comme on disait à l'époque, rappelez-vous, lorsqu'on était en primaire, donner ses données, reprendre ses volets. Amis italiens, soyez sûr qu'on ne vous rendra ni la Joconde, ni Mario Balotelli. Mario Balotelli par Manu. Alors juste en un mot, pendant Marseille-Nice, j'ai osé tweeter Balotelli à l'OM, c'est ce qu'il faut pour enflammer le stade, etc. Il y a pas mal de supporters qui me sont tombés dessus. Erwan, juste mais en un mot. Au-delà du contexte, Balotelli à Marseille, le feu et tout, je pense que sportivement c'est intéressant. Il sera gratuit, donc en plus, on a bien vu l'été dernier qu'on parle de Dzeko, de ça et tout, c'est intouchable pour l'OM. Je trouve que c'est le parfait compromis sportif et en plus, c'est vrai que le décorum lui conviendrait aussi parfaitement. Donc Balotelli à l'OM, alors oui, moi supporter à Marseille forcément, mais ça dépasse simplement le cadre de le public, le feu, tout ça. Tout de suite, rapido, parce que ça se fait rapido, mais ça fait gagner plein d'argent. Les pronos PMU de la First Team. Il y a des bons coups à faire. Des bons coups à faire avec la First Team, comme chaque semaine. On vous a sélectionné 5 matchs. C'est bientôt la fin des championnats, mais on est à fond pour vous faire gagner de l'argent. On les affiche, ces matchs, sachant que dimanche, par exemple, c'est la fin du championnat anglais. Eh bien, on vous a choisi ce Huddersfield Arsenal, le dernier match d'Arsène Wenger en Angleterre. C'est donc ce week-end, Max. Bon, on imagine vraiment mal Arsène Wenger perdre pour son dernier match, surtout que Arsenal est encore dans la course pour les places européennes. Cote à 1,52 à l'extérieur, ça se prend. AS Rome, Juventus, c'est là que le titre se joue. Si la Juve gagne à Rome, ce sera fait pour elle. Alors, cette cote, du coup, victoire de la Juve, on le dit depuis que cette émission existe, la Juve est impitoyable, malgré le fait que l'AS Roma ait une bonne place européenne à jouer à l'issue de cette saison. On voit bien évidemment la victoire de la Juve à l'extérieur. Cote de 3,20, c'est vraiment intéressant. Et puis, grand multiplex Ligue 1 samedi soir, bien sûr, pour l'avant-dernière journée du championnat. Strasbourg reçoit Lyon. Lyon toujours en course pour ce podium et essaiera donc de distancer l'OM qui joue à Guingamp. Ouais, Lyon qui finit fort la saison, malheureusement pour nous Marseillais. Moi, c'est pas eux que je vois céder des points, donc je les vois bien aller s'imposer à Strasbourg, qui a un peu plus de mal à finir la saison. Et puis il y aura ce derby du haut de tableau qui est toujours palpitant. Il y a notamment Riyad Boudbouz qui joue. Il y a d'autres Français. Il y en a plein du côté de Séville avec ce derby Betis-Séville. Et on se dit qu'il y a toujours place à la surprise. Victoire un derby, victoire ça de se gagne. Séville. Victoire donc du Betis parce que la cote est à 2,55. Pourquoi pas une victoire du Betis. Et enfin, Monaco-Saint-Etienne. Monaco face à l'équipe en forme de 2018. Et on se dit qu'en fait, Monaco, à chaque fois qu'on les met dos au mur, comme à Caen le week-end dernier, ils s'en sortent. Alors une victoire de Monaco serrée à 1,60. Vous mettez 10 €. Vous prenez 289 €, vous pensez à la First Team tout le week-end grâce à ça, et même après. Allez, voilà, c'était les pronos PMU de la First Team. Tout de suite, on termine par l'interrogation surprise. Il y a une coupe à gagner. Le quiz par équipe. Max et Chris ensemble, Lille et l'Écosse réunis comme ça sur un seul et même continent. Manu et Erwan, comme d'habitude, leur duo. Ils ont la coupe qui leur appartient la semaine dernière. Elle était pour eux. Cette semaine, donc, des photos floutées. Et à vous d'imaginer
quel joueur est derrière la photo floutée. Ce sera pas facile, C'est mais que des joueurs écossais, j'espère. oui. Il y a bien un petit Gordon Stratham ou Strachan qui joue. Calderwood. Et ensuite, il y aura des qui suis-je pour trouver des joueurs, illustres joueurs du championnat de France. Tout de suite, les qui est. On va démarrer avec un joueur qui aime beaucoup boire des canons. Il joue, donc vous le remarquez avec ce maillot, du côté de l'Allemagne. Qui a pu participer à une telle fête de la bière? C'est un ailier. Robben, bonne réponse. Bonne réponse très bien. de Manu. de Manu. De Max. Belle Ça descente. commence pareil. 1-0 pour Max et Chris. Chris qui a validé cette réponse. On l'a entendu. Tout de suite, qui est-ce? Un joueur de l'équipe de France Papin, des ouais. années 90. Il avait ce numéro 9 et pourtant ce n'est pas Jean-Pierre Papin. Il a accompagné cette équipe de France qui n'a pas participé à la Coupe du Monde 94. Il faisait partie de ces joueurs. Christian Pérez. Non, il faisait partie de ces joueurs qui étaient des futurs les mercenaires de l'époque qui ont enchaîné les clubs. Christophe Coquard. Ah, c'était bien trouvé. Un attaquant qui est passé par Paris, par Marseille. Gravelaine. Xavier Ah Gravelaine, ouais. égalisation. Regardez comme ils sont là beaux. là Très, là. très beau shooting photo, Il Xavier avait déjà Gravelaine. 40 ans à l'époque. Qui était l'entraîneur des Girondins de Bordeaux en 85? Regardez ces belles moustaches. Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, Ah, bonne réponse, des très belles moustaches. Je voulais absolument vous montrer cette photo, retrouvée sur Google. Il y a du beau monde, il y a sûrement vos parents là-dedans. Ils ressemblent à tous les parents, ces gars-là. Et voilà, ça fait donc 2-1. On poursuit ces qui est avec Bordeaux qui m'a intéressé ce week-end. Bancarel, non. Bordeaux de 1997, il y avait des internationaux, il y avait des grands joueurs partis dans des grands clubs européens, notamment un numéro 10, un milieu droit, un Dutuel. attaquant de pointe. Non, on va commencer par le numéro 10. Un numéro 10 qui a fait une petite carrière en équipe de France, mais une très grande en Allemagne. Mikou. Ah, Mikou. Mikou, très bonne réponse. Un attaquant devenu Bancarel. entraîneur. Ah. Non, Bancarel, il est là. Tolo. Didier Non, Tolo. Papin. Didier Tolo. Ah oui, non, Didier ouais. Tolo, bonne réponse. là là. Et enfin, un milieu droit passé par l'Italie. Un dribble. Dugarry. Non, un milieu droit très rapide. Imbrahimba. Ibrahim Ba. Ah, il ouais, est chaud ouais, sur c'est vrai, Bordeaux. c'est vrai, Erwan c'est Abo vrai, très très chaud chaud. sur Bordeaux. On poursuit. Oh là là, faille, ouais. On poursuit écrit ces son qui est. travail. Ah oui, ça va très vite. On poursuit ces qui est avec 4 joueurs en slip. Frère, de Ah quoi oui. tu me parles là? Je Ah sais oui, oui, il y a Gattuso. C'est italien, non Et il y a. Non, Zambrotta, il est. Ah, c'est qui l'autre? Oh Cannavaro. non. Il y a Gattuso. Gattuso. Canavaro. Ah, Cannavaro, bonne bien. réponse, Validé, bonne réponse ouais. de Max. Bonne réponse de Max, ça fait Bien 6-2. joué, On Argent, continue oui. avec autre joueur en slip. Grand joueur des années 90. Oui, là, le thème c'est le slip. La fête du slip, le foot en folie. Oh là là. Avec ce joueur Ronny. Ah non, non. Adriano. Non, non, Ouais, c'est moi, je dis un Avec des années 90. Grande star des années 90. Rivaldo. Devenu entraîneur. Sidorf. Ah, Il y bonne a des idée, mais fauseurs non. de Vampeta. C'est la même nationalité, Chris. Ouais, j'ai vu, ça c'est Van Ah, Basten en Rijkaard. tout cas. Rijkaard, peut-être. Rijkaard, bonne réponse. Rijkaard, bonne réponse. Oh là là. 6 Bar, mon gars. Et enfin, autre joueur en slip. avec le calbar. Autre joueur en slip. Lui, Wenger. il n'est pas taqué comme ça, Fred Lizarazu. Wenger. Il aime bien le slip. Il aime le slip. Un des plus grands buteurs de l'histoire du foot. Il a Batistuta. marqué un but qui restera dans les annales du football. Batistuta. Non. Van Basten. Van Basten également. Et enfin, on j'ai dit termine Van avec un grand joueur de foot également en slip. C'était les années slip, les années 90. Pires. Lui était il est actuellement dirigeant d'un club allemand. Ah, Pasaliamidzic, non Non, il est allemand. Oh non. Lothar Matthäus. Oh non, c'est le Chico Qui Bayern. là. Lothar Zammer. Matthäus. Non. C'est pas Zammer. Non. C'est allemand, non Au Bayern. c'est Cosmos, non Ah là là, le Non. physique. Quelques infos, non, peut-être? Quelques infos, oui. Il a C'est pas un porté les slibards. dans grand sa vie. dirigeant du Bayern Munich. Ouais, ouais, il est au Bayern. C'est. Oh non. Mais il jouait où? On l'a Au Bayern aussi? Ouais, ouais, ouais. Quel ouais. poste? Si je vous en dis plus, vous allez Ah trouver non, direct. putain. Vous avez trouvé dans les commentaires ou pas? Ah oui. Sammer, Ok. il a dit. Non, non. PSG Ah, Stade Beckenbauer. 131. Beckenbauer. Regardez. Ouais, j'ai dit ça, ça bravo, c'est déjà les félicitations. Cosmos, non New York Cosmos, le logo. Ah Ouais, derrière. Ah ouais. oui, oui, Ah ouais. Bien vu. jouait Ah, avec mais Pour ça, Pelé. j'ai dit Ah Lothar ouais, Matthäus. Il là. joue avec Pelé. Il y a des pièges. Voilà Voilà. pour ces qui est. On en est donc à 7-3. 7-3, c'est très équilibré parce que vous le savez, il reste 2 joueurs à trouver qui seront les qui suis-je et ces 2 joueurs valent chacun 3 points. Alors ça va vite. Dans cette classe foot, l'interrogation surprise, on termine l'émission là-dessus. Tout de suite, qui suis-je? Mon plus grand regret, c'est de n'avoir jamais joué en équipe de France. J'ai pourtant porté les couleurs des 2 plus grands clubs français. J'ai connu 5 clubs français, un Suisse, 3 Jérôme Italiens Leroy Non. et un Bulgare. Milieu de terrain, j'avais 3 poumons. J'ai été formé à l'ASPTT de Nantes avant de rejoindre le centre de formation de Marseille.
Je démarre ma carrière professionnelle à Marseille en 88, puis Caen m'accueille avant que je ne revienne à Nantes, championnat de France à la clé. Mon apogée, elle s'est faite à l'Inter de Milan, sous Luigi Simoni. Ah, Benoît Coé. Benoît Coé, bonne réponse. Ah, jamais sélectionné en équipe de France, j'aurais cru que si. Benoît Coé, bonne réponse. Ah Il ouais. a actuellement 49 ans, Benoît Grosse Coé. carrière à la radio. On lui a proposé d'être... ouais, Et ça mérite un point, ça. ça mérite un point. Rajoute un point à Max, s'il te plaît. 8-4. Le dernier qui suis-je? C'est l'égalisation ou la victoire de Manu et Erwan, parce que ce dernier point compte pour 4. Tout simplement. Les règles ont changé. C'est comme ça, c'est le monde du foot qui veut ça. Les règles changent vite. Qui suis-je? Je suis un footballeur international reconverti entraîneur. Je suis né en Guinée-Bissau, mais je ne porte pourtant pas les couleurs de la Guinée. Jamais. J'ai été pro de 92 à 2010. J'ai évolué 1 an en France, de 96 à 97, avant de retourner dans mon pays, le Portugal. Je suis donc international portugais, quelques sélections. Défenseur gaucher, on ne peut clairement pas dire que mon passage... Ah, Belgravière. Abel Ravière. On ne peut clairement pas dire que mon passage en France ait marqué énormément les esprits. J'avais quelques problèmes de poids, mais j'ai quand même participé cette année-là à une finale de Coupe d'Europe. Perdu certes, mais Ibarra. j'étais finaliste de Coupe d'Europe. À 44 ans, j'entraîne désormais au Portugal. Ma carrière m'a montré nous la fiche Wikipédia. Ma carrière m'a amené Ferreira. aussi à Chypre, en Grèce et très brièvement en Espagne. J'ai été champion du Portugal en 94 avec Benfica. Algerino. Vainqueur de la Coupe du Portugal avec Porto en 98. J'ai été 4e au JO d'Atlanta avec le Portugal. Contrôlé positif au furosémide. Je rate la Coupe du Monde 2002 à cause de ça. Je m'appelle Daniel. Pereira. Ah, la gratuité. Ah, la gratuité. J'ai été latéral gauche du Paris Saint-Germain. J'ai été de cette rouste prise par le PSG à domicile face à la Juventus de Turin 6-1. J'ai le même nom qu'un président américain. Kennedy. Bonne réponse, égalisation. Daniel Kennedy. Oh, je Tout l'avais le monde se zappé. souvient de Daniel Kennedy. Complètement zappé. Je le connais pas du tout. Ah, je l'avais Daniel Kennedy, moi. Moi, vaguement, mais bon. L'égalisation, la coupe On ne s'est sera pas volé, hein. remise. Elle sera remise en jeu la semaine prochaine. volé, hein. Terrible ce qui nous Eh arrive. oui, égalisation de la dernière minute. Terrible. Les arrêts de jeu, le but en or. Voilà, on était ravis d'être avec vous, Damien, Thomas en régie, mais également Sully et Polo. Merci à vous pour cette émission, merci pour vos messages, vos commentaires, vos questions comme d'habitude. On se retrouve à 18h. Mise en ligne sur la chaîne First Team, bien sûr. Vous passez un excellent week-end. Erwan Abotrette, Manu Moine, Maxime Orbet et bien sûr notre invité Chris Ewing qui va poursuivre sa route donc en Écosse avec son Edusport Academy. Allez voter sur Our Football Club pour trouver le nom du club et aider les socios donc à faire grandir ce projet. Merci d'avoir été avec nous, Chris. Merci à vous, merci bien. Allez, bon week-end.